Merci tout d'abord d'avoir répondu présent à notre invitation, donc, qui s'inscrit dans un cycle qu'on a lancé cette année, qu'on a appelé Masterclass Series, dont l'objet est de nous permettre d'aborder des sujets dont on entend souvent moins parler dans un contexte de salle de classe. Et je crois que la conférence de ce soir sera une bonne illustration un petit peu de cette idée, puisque Romain Lacombe va, donc comme vous l'avez vu sur le titre, parler de ce titre, de ce sujet un petit peu particulier qu'on a appelé « Comment rater une opportunité en étant au bon endroit, au bon moment ». Ce qui est un joli sujet, puisque le thème sous-jacent consiste à dire que l'un des talents dont doit essayer de faire preuve un entrepreneur qui se lance dans un projet innovant, c'est précisément cette capacité à capter au fil de l'exercice ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des opportunités, des idées souvent totalement orthogonales au projet qu'on est en train de lancer, souvent divergentes par rapport au projet qu'on est en train de lancer. Et finalement, ces signaux faibles auxquels on est exposé au fil de la trajectoire entrepreneuriale sont souvent ce qui véhicule les vraies bonnes idées, les vraies opportunités qu'on aurait intérêt à suivre. C'est difficile parce que systématiquement, quand on est exposé à ces signaux faibles, on est en train de faire autre chose. Et donc c'est précisément au travers de son histoire ce que va illustrer en fait Romain. Donc je ne vais pas vous refaire la bio, vous l'avez lu. Donc Romain est un X 2003. Il a créé plusieurs entreprises, je crois, dans la Silicon Valley. Et puis il est revenu en France et il travaille maintenant au sein d'Etalab en fait. Voilà, donc Romain, à toi. Ça va, merci beaucoup. C'est une en fait, mais par contre, ce sera encore plus d'histoire, en tout cas, de rater sous toutes ses formes ce soir. Donc d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Merci d'être venus aussi nombreux. J'espère que c'est évidemment toujours un plaisir de pouvoir parler autant de personnes d'un coup, mais en plus, revenir comme ça 10 ans après mon arrivée dans cet amphi sur ce campus, puisque je suis X 2003, c'est d'autant plus intéressant, notamment parce que les choses ont énormément changé et à mon époque, ce type d'événement n'existait absolument pas. Le master n'existait pas, les cours n'existaient pas, la majeure n'existait pas. Si tout ça a changé, c'est évidemment en grande partie grâce à Bruno, c'est aussi grâce aux élèves qui s'intéressent à ces sujets. Donc j'espère que ce soir sera une façon d'échanger un peu autour de toutes ces questions, donc notamment de signaux faibles et de signaux forts, et surtout, comme l'a annoncé Bruno, comment rater une opportunité entrepreneuriale en étant au bon endroit, au bon moment. Et en réfléchissant à comment essayer de vous communiquer un peu cette expérience qui a été la mienne au cours de ces 10 dernières années, sans rentrer juste dans voilà ce qui s'est passé et voilà quelle était ma vie, mon œuvre et tous les ratés, j'ai quand même réalisé qu'au-delà de l'histoire spécifique qui, lors de notre rencontre, nous a amené à se dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant à partager, qui est ce moment dont je pourrais parler, et je parlerai tout à l'heure en détail, où avec le recul, j'ai raté ce qui est devenu Instagram d'un côté et j'ai raté ce qui est devenu Foursquare de l'autre, alors qu'on avait devant les yeux les preuves, l'idée, enfin l'ensemble des éléments qui auraient dû nous amener à nous dire mais voilà où est la bonne idée, voilà ce qu'il faut faire. En fait, tout au long de ce qui a été, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de carrière, mais tout ce qui a été mes expériences successives, je me suis retrouvé d'une manière ou d'une autre dans une situation où j'aurais pu découvrir des idées qui rétrospectivement étaient extrêmement intéressantes, qui ont très bien marché. On va voir la liste des expériences que finalement je considère avoir d'une certaine manière ratées. Et je trouvais ces quelques réflexions intéressantes à partager. Donc je commence par ma vie, mon œuvre, et surtout donc le premier de ces ratés dont je parlais, c'est quand en 1989. Donc j'étais en deuxième section, en maternelle, j'ai complètement raté les Nike Air. Et alors l'histoire, j'aurais dû évidemment me rendre compte. Pour Mardi Gras, je me suis déguisé avec un ami, on a décidé de se déguiser avec des affaires de nos mamans. J'avais des talons qui faisaient mal aux pieds, comme c'était pas permis, et donc j'ai 2 photos de moi avec un de mes amis d'enfance à l'âge de 5 ans, assis comme ça sur le bord de la cour de récréation avec nos chaussures qui nous faisaient mal aux pieds. Et j'aurais dû réaliser que la solution à tout ça, c'était des chaussures avec des coussins, et en tout cas c'est ce que je me suis dit, ou ce que j'aurais dû me dire l'été après, en 90, quand les Nike Air sont devenus la folie de l'école et que la cour de récréation ne parlait plus que de ça. Même mécanisme quand ensuite en primaire,
j'ai essayé d'échanger mes billes avec mes petits camarades, et au lieu de monter une plateforme en ligne pour les échanger et changer le monde comme Pierre au milliard, je me suis contenté d'échanger des billes que je ne trouvais pas si belles contre des biens. Voilà. Bref, donc échec absolument complet. La série continue avec Dell, que j'ai complètement raté au collège. Alors, je ne sais pas si... Bon, non pas que j'ai envie de voilà, jouer sur l'ancienneté, sur la corde de l'expérience, etc. Mais de mon temps, on n'avait pas de Pentium. C'est-à-dire que on n'avait pas de portable, on n'avait pas d'iPhone. Et donc, quand on s'intéressait à l'électronique ou à l'informatique, on trouvait des composants du type carte mère, alimentation, carte graphique. J'ai vendu ma première ATI 128 je crois en quatrième. On montait sur 486 sur son Pentium. Et au lieu de répliquer l'expérience que j'avais trouvée extrêmement intéressante la première fois et puis un peu moins drôle la deuxième l'ayant déjà fait, je suis passé complètement à côté de l'automatisation de la vente de PC customisés. La série continue avec Google. Autant celui-là, je l'ai pris très personnellement. C'est en plus des élèves qui l'ont fait, des élèves de Stanford. Alors, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, c'est les gens qui sont dans le CDI équivalent au nôtre de l'autre côté de l'Atlantique. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir des idées pareilles? Comment ça marche? C'est pas possible. Et donc, voilà, j'étais vraiment jaloux et je me dis, c'est quand même pas de chance. J'avais aucune idée du fait qu'ils avaient des années de recherche derrière eux, qu'en plus, l'enseignement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'enseignement américain prépare énormément à ce genre justement d'initiative, c'est-à-dire construire quelque chose, le tester, le mettre en œuvre. Toujours est-il que je me disais, quand même, dans mon CDI, j'aurais pu avoir une idée un peu plus, un peu plus intéressante que ce qu'on faisait à l'époque. Alors ensuite, en prépa, ça, je me souviens avoir imprimé des photos argentiques qu'on essayait de stocker sans mettre les traces de doigts dessus, etc. Et là, je découvre la photographie numérique. Et au lieu de me dire, mais c'est génial, on peut les mettre sur Internet, les partager, et j'aurais du coup pouvoir réaliser que Flickr allait arriver un jour ou l'autre, je me dis juste, c'est compliqué, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai pas assez de place sur mon disque dur, je dois effacer mes MP3. Voilà, donc encore une fois, mauvaise réaction, signaux faibles et signaux forts. Au lieu de se rendre compte de l'opportunité que ça pouvait apporter, et je pense qu'on était quand même beaucoup dans ce cas-là à pouvoir avoir cette idée, je passe encore complètement à côté. Bon, jusqu'à présent, c'était pas trop grave, mais là, je deviens vraiment très sérieux quand je dis que j'ai complètement raté Facebook à l'école polytechnique, et je pense qu'il y a des gens qui s'en mordent les doigts. Il y a quelqu'un qui a, sur ce campus, inventé, avant Facebook, un réseau social. Je me souviens voir au bar de la section aviron où j'étais avant de passer en rugby, bref, quelqu'un avec un livre PHP sous le bras, qui était le langage dans lequel Facebook a été écrit. Et je me souviens me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas quand même pas te mettre à faire des sites web. Voilà, on était en 2004 et c'était le moment où Facebook a été créé. Donc là, pour le coup, je n'avais aucune excuse. J'étais sur un campus d'université dans les mêmes conditions que la personne qui a lancé Facebook. J'avais le même profil, disons, d'amis, de relations sociales, de problèmes, si on peut appeler ça des problèmes, mais en tout cas de questions dans ma vie quotidienne que peuvent avoir un undergraduate sur une université américaine. J'avais même les briques qui auraient permis de le construire. Il y a même eu des embryons et on est passé complètement à côté. Et pendant encore un an ou deux ou trois, quand j'entendais les réseaux sociaux, je rigolais doucement. Donc ça, c'était pour le coup vraiment, non seulement de la bêtise, mais surtout une mécompréhension assez fondamentale. Premièrement, des tendances et des tendances de fond qui commençaient à transformer la façon dont le monde était façonné, mais aussi, et ça, c'est pour ça que je m'en veux, une forme de, peut-être pas de dédain, mais en tout cas d'incompréhension de ceux qui étaient attirés par ce genre de choses et qui se disaient, mais pourquoi ne pas essayer? Donc ça, c'est pour le coup le premier vrai raté. Le deuxième, alors je n'étais pas vraiment raté, mais on avait tous, pour la première fois en arrivant en 2003-2004 à LX, en tout cas la plupart d'entre nous, une connexion à Internet permanente, parce qu'avant il fallait appeler, c'est presque antédiluvien, mais appeler un service en ligne, composer un numéro, donc bloquer le numéro des parents qui ne pouvaient plus être appelés, donc évidemment ça ne pouvait pas durer longtemps. Au lieu de réfléchir à ce que ça voulait dire d'avoir une boîte connectée sans arrêt, avec un processeur, avec de l'intelligence du compute qui tournait, etc., je me suis juste dit, c'est génial, je vais aller prendre les films des voisins sur le réseau. Alors qu'on aurait pu imaginer Dropbox, et que par la suite, je ne peux pas dire que je l'ai raté au MIT, mais j'étais, quand je suis allé en quatrième année, donc dans le cadre du Corps des Ponts, j'y reviendrai, mais faire mes premières années de formation au MIT. J'y étais en même temps, ou 6 mois après, que l'équipe qui a créé Dropbox. Dropbox est aujourd'hui valorisé à plusieurs milliards de dollars. Dropbox qui encore quelques années après, quand je suis parti en Silicon Valley, j'y viens, mais était encore une toute petite start-up. Je me souviens avoir partagé un taxi avec
avec son fondateur qui ne doit pas se souvenir de moi, mais c'était vraiment le début. Et je suis passé complètement à côté de cette opportunité, de cette idée, alors que c'était un problème que tout le monde avait de partager des fichiers dans un monde où on devenait connecté en permanence. J'ai raté une autre opportunité qui était incroyable, qui est une entreprise qui s'appelle Palantir, que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler. J'étais le premier stagiaire non américain chez Palantir. Et en fait, je l'ai vu comme une façon de m'installer en Californie pour pouvoir y découvrir ce qui s'y passait, et pas du tout comme une opportunité en soi, alors qu'on était peut-être 150 personnes dans l'entreprise, c'était déjà relativement gros, mais aujourd'hui, ils doivent être 3000. Donc je suis passé complètement à côté d'un stage qui aurait pu devenir une opportunité chez Palantir. Je me suis dit, je suis en Silicon Valley, je suis jeune, j'ai rien à perdre, j'ai envie de faire des trucs intéressants, lançons une boîte. Puis la seconde après, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qui est évidemment la problématique principale. Je me suis associé avec un collègue du MIT qui était exactement dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que tout ce qu'il voulait, c'était essayer. On a passé des heures et des heures et des jours et des jours et des nuits dans l'appart qu'on avait loué, où il y avait en gros 2 lits et puis des tableaux blancs partout, à se dire voilà le type d'idées qu'on pourrait développer, voilà ce qu'on pourrait faire. On avait un moment voulu faire des... Enfin, je vous passe toutes les idées qui sont passées à la moulinette. Et on a eu une chance absolument incroyable, puisque ce que je vous décris là, c'était le dernier semestre de 2008, donc le moment où Lehman Brothers s'est écroulé, le début de la crise, le monde était en train de s'écrouler. La présentation, en tout cas ce dont on parlait le plus dans la vallée à ce moment-là, et vous devez, j'imagine, le retrouver en ligne, c'était une présentation de Sequoia Capital. Sequoia Capital, qui est le plus grand fonds, la référence mondiale en termes d'investissement en capital risque, qui avait fait circuler une présentation où le slide de couverture, c'était une pierre tombale. RIP, good times. Donc fini, les bons moments, c'est terminé. Donc vraiment, c'était le pire moment qu'on pouvait imaginer pour monter une boîte, surtout sans savoir ce qu'on voulait faire. On a eu une chance énorme en travaillant dans un incubateur que notre idée avait séduit, et puis que notre bagou, notre allant avait un peu séduit, de se dire, qui s'était dit, prochain round d'investissement, on va les mettre dans la pile de dossiers. Puis le dossier a plu, et puis on avait commencé à développer une idée qui était assez ambitieuse et qui du coup prenait encore un peu de temps à développer. Donc notre prototype suffisait à montrer un petit peu l'idée. Moi j'avais codé toute la back-end pour que sur le site web, je vous explique ce que ça fait dans un instant, mais des choses se passent. Et puis quelqu'un avait fait un tout petit bout d'application sur l'iPhone, puisque c'est de ça qu'il s'agissait. Puis on est arrivé au rendez-vous, et puis on est sorti avec une promesse de $250 000. Puis évidemment 250 000 ça devient 300, puis 350 parce qu'on peut lever un peu plus. Donc, absolument inespéré. On avait quelques semaines tout au plus d'économies, parce que c'était nos économies des stages qu'on avait fait avant. Évidemment, ça n'allait pas très très loin. Et donc, ça nous a sauvés. Et au lieu de passer juste quelques mois à essayer de faire quelque chose, on a réussi à avoir les moyens de monter une équipe, de pouvoir préciser notre problème, de pouvoir avoir les vrais problèmes d'une entreprise qui se lance avec des capitaux qui se développent. Et notre idée, parce que j'y viens, était... alors non seulement extrêmement ambitieuse, mais en plus pouvait nous permettre d'emmener tout un tas de personnes avec nous, puisque le but n'était rien d'autre que de reconstruire le modèle d'affaires de Google dans le monde réel. Donc voilà, dit comme ça, c'est évidemment plus qu'ambitieux, plus que risqué, mais l'idée c'était de se dire, on est au tout début des réseaux sociaux localisés. C'était le moment où, pour la première fois, on commençait à voir des consommateurs acheter des téléphones portables en masse, donc à voir ce qu'allait devenir l'appareil photo par défaut qu'on a sur nous et dans notre poche en permanence, ce qui n'était pas vrai il y a 5 ans, ça n'existait pas. C'est peut-être une évidence aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a 5 ans. Et pour la première fois, tous ces utilisateurs partageaient ces contenus avec une information qui était leur géolocalisation, latitude, longitude. Ça, c'était la grande nouveauté du mobile. Et donc on s'est dit, en bon ingénieur, c'est génial, on a des photos, on a des géolocalisations, on les met ensemble, on va faire tout un tas d'algorithmes super compliqués. Au final, on n'a pas eu besoin de faire d'algorithmes parce que ça n'a jamais pu aller aussi loin. Mais on va faire tout un tas d'algorithmes géniaux parce qu'on est des mathématiciens pour faire du clustering et vous montrer les événements qui ont lieu autour de vous ou qui ont lieu à un moment donné dans le monde en se basant sur les photos qui sont partagées en temps réel. Évidemment, il fallait commencer quelque part. On a commencé probablement au mauvais endroit avec une application qui était de mauvaise qualité, qu'on s'est dit, de mauvaise qualité au sens où on n'avait pas eu le temps j'y viens, mais vraiment de l'adapter aux besoins des utilisateurs. Et surtout, on était dans une idée qui était qu'on avait une vision, on développait tout ce qu'il fallait pour le développer, on lançait et tout un tas de choses merveilleuses allaient se passer. Et évidemment, quand on fait un pari, c'est normal dans un certain nombre de cas parce que c'est l'essence de l'entrepreneuriat. Mais à partir du moment où on prend ce pari, on a quand même toujours intérêt à diminuer le plus possible son niveau de risque.
Et ça, c'est quelque chose qu'on avait complètement raté. On était dans l'idée qu'il fallait au contraire pousser le plus possible, prendre le plus de risques possible. J'y reviendrai, mais j'ai même moins pris des risques en termes de visa, puisque le temps que je pouvais passer aux États-Unis était limité. Donc c'était évidemment aussi un risque important. On s'est retrouvé à quelques semaines de lancer à une conférence absolument majeure dans laquelle on n'avait absolument rien à faire, mais qu'on avait réussi à convaincre de nous prendre et de nous faire lancer sur scène. Je vous disais que notre produit, on l'a développé avec notre casquette d'ingénieur, parce qu'on est arrivé avec un grand problème systémique en se disant, avec l'ensemble de ces modules et l'ensemble de ces briques, on peut résoudre quelque chose. Mais on ne s'est jamais posé la question de pourquoi non seulement il aurait une raison de l'utiliser, mais pourquoi est-ce qu'il allait revenir? Et qu'est-ce qui allait faire que cet utilisateur ou cette utilisatrice allait être non seulement au début quelqu'un qui pouvait comprendre que le système n'était pas encore parfait, mais qui voyait la vision et qui se disait je vais quand même être un soutien, je vais quand même essayer de faire connaître ce service auprès de mes contacts, de mes amis, etc. Et donc c'est là que j'ai découvert ce qu'était un designer, et ça, pour le coup, dans la série des trucs ratés, Alix, non seulement je suis passé à côté de Facebook, mais je suis passé complètement à côté de ce qu'est la création industrielle et de ce qu'est le design sous toutes ses formes, en découvrant justement à quel point c'était important, non pas de développer un produit parce qu'on pouvait le faire marcher, ça tout le monde non, mais des ingénieurs compétents savent faire marcher des produits, mais développer des produits et des services parce qu'ils répondent à un problème et à un besoin qui est identifié, compris, qu'on arrive à analyser et qu'on arrive à comprendre très profondément. Et alors pourquoi est-ce que je considère que j'ai raté Foursquare et Instagram, en particulier Instagram, et pourquoi est-ce que j'analyse avec le recul tout ça comme étant lié à mon incompréhension du design, c'est que quand on s'est dit, mais finalement là, on n'est pas sûr du tout de ce qu'on fait, on est deux jeunes de 24-25 ans qui venons de lever 350 000 $, c'est très bien, mais enfin, ça ne veut pas dire que ce qu'on développe va marcher. On a découvert une méthodologie dont je pense que vous entendez parler justement dans les différentes interventions et le cours d'entrepreneuriat, qui est l'idée de développement tiré par les clients, de développement client, Customer Development. Et donc l'idée de se dire, on renverse complètement la mécanique et on part de la personne ou du groupe de personnes ou de l'organisation dont on pense qu'on est capable de résoudre un problème. Et d'abord, on teste le problème avant de tester le produit. Sauf que ça, on l'a découvert 3 semaines avant de lancer, donc c'était un peu compliqué. Et donc, un tout petit peu plus, mais vraiment juste avant. Et donc, dans une démarche qui était de se dire, essayons de tester ce qu'on a tout de suite et on va l'améliorer, on va commencer une démarche itérative pour le faire s'améliorer, on a lancé toute une série de tests utilisateurs. Le test utilisateur, on a eu beaucoup de chance, on l'a découvert à travers une société qui s'appelait Aardvark, puisqu'elle a été rachetée ensuite par Google pour, je crois, 25 ou 50 millions de $ après 2 ans ou 3 ans, donc un succès plutôt impressionnant. Et c'était une société où la culture dominante n'était pas une culture d'ingénieur, alors qu'il s'agissait d'intelligence artificielle, mais une culture de designer. Et ça, vous le voyez tout de suite, et c'est là où j'ai compris qu'on n'était pas dans le même monde, c'est que quand vous rentriez dans leur bureau, il y avait des post-it partout, sur tous les murs, sur toutes les tables, sur toutes les vitres de salles de réunion, des post-it orange, rose, vert, jaune, et on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être et de ce que ça représentait. Et en fait, tout le processus de développement du produit, du service, etc., était une expérience géante menée par des designers fous. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi qui étais bêta-testeur de leur application mobile, et parce qu'on avait demandé à la personne qui s'en occupait de nous aider, de nous coacher, je me suis retrouvé d'abord dans la situation de l'utilisateur qui fait le test. Donc je me suis assis à côté de lui, il m'a déroulé toute une dizaine d'écrans qu'il avait préparés, mais c'est des écrans qui étaient faits à la main, quasiment sous Paint pour Windows, mais des faux écrans d'iPhone qui me montraient en me disant ça, si tu appuies là, qu'est-ce qui se passe? Et là, si tu cliques là, ce qui se passe? Et tout le processus était un processus de ce qu'on appelle de design d'expérience utilisateur, de design d'interface, qui est mais quasiment, alors c'est plutôt un art, mais ça tient quasiment de la science, c'est quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement rationnel, que j'avais absolument pas vu passer, parce que pour moi un designer c'était quelqu'un qui rendait les images jolies et qui choisissait les bonnes couleurs, mais pas du tout, c'est quasiment des sciences cognitives, si vous voulez. Et tout ce processus était tellement expérimental, et tellement presque quantitatif, mais en termes plutôt justement de compréhension, que pour vous donner un exemple, je croyais utiliser une application. Le but, pardon, je ne l'ai pas dit, mais le but de cette société, enfin son produit, c'était un moteur de recherche collaboratif plutôt qu'algorithmique. Donc vous posiez une question, il trouvait la personne qui pouvait y répondre dans votre cercle élargi de amis. Est-ce qu'il y a de la neige, par exemple, dans telle station de ski? La personne qui vient de dire sur Facebook qu'elle y était peut y répondre, ce genre de choses. Ou alors des questions sur, j'avais sans arrêt des questions sur est-ce que ça prend longtemps d'aller de Roissy à Orly? Voilà, ça c'est un problème
qui posait des questions aux non-français. Et je pensais pendant 6 mois utiliser une application mobile. J'ai appris le dernier jour du bêta-test que pendant les 6 mois, toutes les questions que moi je posais arrivaient à un de leurs ingénieurs ou un de leurs designers, que lui-même faisait le processus de se dire qui est la bonne personne qui peut répondre à ça, qui posait la question et qui la refaisait. Donc en fait, le produit n'existait pas. C'est complètement fou quand on y réfléchit. Il n'existait pas. C'était une expérience géante. Et nous, à côté de ça, on avait construit toute une machine à gaz et toute une usine pour avoir un produit qui, au final, faisait les 99% du travail, mais pas, pas le dernier pourcent qui était de vraiment répondre à un besoin précis. Et donc, on a essayé de copier ce processus, de faire venir des utilisateurs, de les recruter, de leur dire venez prendre un café, on parle 1 heure, on écoute, on essaie de comprendre. Et je me souviendrai longtemps d'avoir en face de moi quelqu'un qui essayait d'être le plus gentil possible, qui me disait oui, effectivement, c'est intéressant, je ne sais pas si je me vois vraiment l'utiliser, mais c'est intéressant. Et qui essayait de me donner des pistes sans s'en rendre compte. Mais il me disait mais ça, je pourrais l'utiliser par exemple pour suivre ma communauté, ou je pourrais l'utiliser pour m'exprimer. Et je n'ai pas entendu ce que ça voulait dire. J'ai entendu me dire ce qu'il me disait, mais je n'ai pas entendu ce que ça signifiait. Alors que ce qu'a fait Instagram, c'était exactement la même chose que ce qu'on faisait en un peu plus simple. Mais surtout, ils se sont concentrés entièrement sur une chose qui peut paraître absolument futile, mais qui justement était importante pour les millions et les millions d'utilisateurs qui l'ont téléchargé, c'était s'exprimer. S'exprimer et se donner le sentiment qu'on est un artiste d'une certaine façon à travers les photos qu'on prend. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le téléphone, alors aujourd'hui c'est un peu meilleur, mais à l'époque, le téléphone était la caméra de l'iPhone était d'une qualité absolument déplorable. Donc toutes les photos qu'on voulait partager et faire s'échanger étaient de toute façon mauvaises. Et donc ce qui comptait, c'était pas de les partager, c'était de les rendre belles. Et ça, on l'a pas compris du tout. On est passé complètement à côté de la plaque de ça. Et voilà, d'où le fait que, alors d'un côté, la partie photographique et échange de médias aurait pu devenir Instagram si on avait compris ça. Et puis de l'autre, on a abordé le problème de la géolocalisation d'une façon qui était beaucoup trop compliquée, qui était d'aller chercher des contenus, etc. Alors que Foursquare, là, si vous connaissez un peu ce service, simplifié à l'extrême, et aujourd'hui est devenu quasiment une sorte d'infrastructure de géolocalisation que tout un tas d'autres services utilisent. Donc moralité, simplifier, 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 et réussir à entendre ce que les gens disent. Ça, c'est notre grosse leçon de cette expérience. Alors j'avance parce que l'heure tourne, mais après tout ça, je me suis retrouvé, comme je disais tout à l'heure, j'ai dû rentrer en France, étant arrivé au bout de la période que ma bourse, je suis parti aux États-Unis avec une bourse Fulbright, me permettait de passer sur le territoire. Évidemment, c'était compliqué vis-à-vis de l'équipe là-bas. On pourrait parler pendant des heures de la relation complexe que ça peut créer pour 2 fondateurs d'entreprise qui se retrouvent séparés sans savoir moi combien de temps j'allais devoir passer en France pour régler la question du visa. En plus vis-à-vis des camarades de promotion que j'avais recrutés pour travailler là-bas. Donc tout ça était vraiment compliqué. Donc au final, les choses se sont bien passées. Après être passé par des hauts et des bas, et des hauts relativement hauts, mais des bas très bas aussi. La boîte en 2011 a été rachetée par une boîte de publicité. Moi j'ai pu, qui est en fait pour le coup très très algorithmique mais assez intéressante, Radium One. Et moi j'ai pu revendre mes parts au moment d'une nouvelle levée de fonds, donc j'ai pas bloqué non plus l'évolution de l'entreprise. Et mon ami de promo qui nous a rejoint à ce moment-là est toujours le chef de projet et le directeur de la structure dans la plus grande boîte là-bas. Donc comme quoi les choses peuvent se régler, mais ça a été évidemment un peu compliqué. Et donc je suis rentré en début 2010 en France, après avoir dû laisser mon projet là-bas, voir Instagram démarrer, me dire mais j'y étais presque, et alors j'étais quasiment à ça, etc. Donc évidemment un moment pas forcément facile. Donc ça on n'en avait pas vraiment discuté, mais quand je suis rentré en France, je me suis dit tout de suite qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, et je suis passé encore complètement à côté de 2 trucs. Finalement ça c'est peut-être une bonne chose parce que comme si vous suivez ces industries, vous savez que ce sont des boîtes qu'on a beaucoup surévaluées, ou en tout cas dont on a attendu énormément à un moment et qui au final n'ont pas forcément donné tout ce qu'on en attendait. Mais à la fois, je me souviendrai toujours d'avoir passé au moins 6 mois à aller voir ce qu'était Groupon, alors que tout le monde en parlait, on me disait ah, est-ce que Groupon, est-ce que tu connais tiens, mais est-ce que ça t'intéresse? Puis on commençait à essayer de recruter, donc ça circulait, on sentait qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Et j'ai été à 2 doigts de lancer avec un ami un test pour essayer de lancer un Groupon en France, et puis finalement je ne l'ai pas fait tout de suite, et puis finalement à quelques semaines près, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et alors ça a pris, mais honnêtement en quelques semaines, tout Paris ne parlait plus que de ça, et donc c'est une vague qui nous est passée complètement à côté, et qui au final, ils ont eu aujourd'hui des problèmes parce que le modèle économique fondamental n'était peut-être pas aussi sain qu'on l'attendait, mais je suis aussi complètement passé à côté de ça. Donc voilà, ça commençait à faire beaucoup. Et puis alors, ce que j'ai presque raté aussi, c'est une histoire un peu plus longue, mais
Heureusement, ça s'est bien passé, mais je ne suis passé pas très loin de ne pas pouvoir du tout travailler là-dessus. C'est ce que je fais depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, donc qui est la mission actuelle dont je m'occupe du volet innovation, développement et relations internationales, qui est au sein du corps des ponts. Donc je suis revenu au sein du corps et je travaille donc depuis février 2011 à une mission qui est chargée de l'ouverture des données publiques. Ça a été tout un parcours, et si vous êtes vous-même dans une... je ne sais pas quelle est l'étape dans laquelle vous êtes dans la scolarité, mais si vous avez des questions sur ces différents choix, je suis très heureux de vous éclairer. En très court, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré donc en 2010 en France, que le corps me rappelait à l'ordre depuis un petit moment, que donc quand je suis rentré, ils m'ont dit bon, maintenant ça serait peut-être pas mal de travailler pour nous, que je leur ai dit ok, mais alors ce qui m'intéresse moi c'est la géolocalisation, la mobilité, l'économie des données. Ils ont entendu géolocalisation, ils m'ont dit allez voir l'IGN, ce qui était effectivement tout à fait logique. Et donc je suis allé voir l'IGN, et c'est comme ça que j'ai petit à petit découvert un problème tout à fait intéressant qui est celui de l'ouverture des données, de l'open data, c'est-à-dire la construction en fait d'une infrastructure informationnelle à partir des données que l'État, que la collectivité produit, pour aider les entrepreneurs, les innovateurs, les scientifiques, les journalistes, les activistes, les citoyens de manière générale, à construire de l'innovation, de la valeur sur cette plateforme. Et je l'ai découvert en me rendant compte que toutes les organisations auxquelles je parlais, je parle là de l'administration, donc c'était évidemment une forme de choc de culture qui n'était pas évidente de rentrer comme ça et de revenir dans un environnement que j'avais quitté, étaient toujours extrêmement friandes de l'idée d'aller prendre les données des autres organisations, parce qu'évidemment c'est quelque chose auquel elles n'avaient pas accès et qui était potentiellement très, très, très importante, très intéressante. Par contre, dès qu'on commençait à leur proposer d'ouvrir des données, et je me souviens de cette discussion, je disais mais je pourrais offrir votre application mobile, ou alors je pourrais offrir l'API de tel service, et la réaction immédiate était mais juridiquement c'est difficile, techniquement le temps de faire l'appel à projet, mais ça risque de nous prendre 2 ans, administrativement on n'est pas sûr de pouvoir le faire, juridiquement vous êtes vraiment sûr de votre coût. Donc il y avait un problème de coordination qui me paraissait manifeste. Et du coup, petit à petit, j'ai eu enfin une sorte de projet qui a marché, même si ça a vraiment pris du temps pour décoller, c'est que je me suis dit je pourrais porter ce sujet en France. Donc je suis allé voir l'ensemble des administrations qui pouvaient avoir un rôle à jouer là-dedans. J'ai trouvé une personne qui comprenait le sujet, qui m'a dit bon, c'est génial, écrivez-moi une page. Donc j'ai écrit une page, puis c'est devenu 2 pages, puis c'est devenu un petit mémo. Et puis au final, j'ai réussi, en repassant par un dernier cycle au sein du corps des ponts, à recruter d'autres élèves, à travailler avec eux pour écrire un rapport. Ce rapport, j'ai réussi à le faire appuyer par des professeurs à Paris Tech, par des chercheurs, par d'autres administrations qui nous avaient reçus. Puis petit à petit, j'ai pu en faire une conférence, puis une deuxième. Puis on a commencé à faire une remise du rapport semi-public. Et là, par chance, le sujet de l'open data avait fini par prendre. Le gouvernement, fin 2010, avait décidé de lancer une mission pour l'open data. C'est devenu Etalab. Et comme je venais d'écrire 150 pages sur pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il fallait faire et quels étaient les risques potentiels, j'ai pu être recruté au sein de cette mission. Ça a été extrêmement intéressant, et je vous passe l'ensemble de ces détails. Mais un point qui me paraissait important dans la suite un peu des différents points qu'on a vus ensemble, c'est que je suis passé quasiment à côté. Parce que si je n'avais pas passé un dernier coup de fil pour essayer vraiment d'obtenir le rendez-vous avec la personne qui venait d'être chargée de monter cette mission, je pense qu'il ne m'aurait jamais rappelé sur le coup. Donc je serais passé à côté de l'opportunité potentiellement de travailler là-dessus. Et je vous passe les détails, mais depuis 3 ans, j'ai eu une chance absolument incroyable. Et voilà, juste une illustration, on s'est retrouvé, le plan d'action de la France pour le G8 sur l'open data, qui est le sujet que je porte depuis 3 ans, etc., s'est retrouvé en front page du portail du gouvernement. Et la photo, c'est l'ensemble des gens qui ont signé la charte, alors que je n'ai pas écrite, mais que j'ai coécrite, et donc il y a quelques petites phrases à un endroit qui sont les miennes. Et donc c'est Barack Obama, c'est David Cameron, donc c'est évidemment c'est des moments assez intéressants. Donc au final, on finit par réussir quelques petites choses. Mais je me souviendrai vraiment, et ça c'était un autre moment que je voulais partager avec vous, de me retrouver quelques jours avant le rendez-vous que j'ai eu avec l'équipe qui se montait, qui m'a permis de les rejoindre, un soir avec des amis autour d'un verre, à me dire non mais de toute façon, cette histoire d'open data, c'est pas possible, ça passera pas, autant abandonner et puis partir faire autre chose. Et donc je suis passé vraiment à ça, finalement quelque chose qui depuis 3 ans m'a non seulement nourri d'énergie et d'envie, mais beaucoup de bonheur, parce que ça a été extrêmement intéressant. Voilà, donc une réussite pour 12 échecs depuis la maternelle. Ça fait un score qui est probablement dans la norme si on essaie de faire des choses intéressantes. Et voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Alors,
très rapidement, avant qu'on passe peut-être à des questions, j'avais quelques principes que j'ai essayé d'en extraire. Je, d'abord, peux absolument pas prétendre à ce que l'expérience que je viens de partager soit universelle. Je peux pas prétendre non plus que ce que j'ai appris soit quelque chose qui s'applique dans toutes les situations. Je pense d'ailleurs que le fait d'avoir toujours un peu de recul et d'essayer d'avoir une forme de doute, pas une forme de doute qui paralyse, mais une forme de recul et de se poser des questions, que c'est quelque chose d'important. Enfin, toujours est-il que ce qui me paraît important aujourd'hui, à l'aune de ce que j'ai vu, et le conseil que j'aimerais bien pouvoir me donner rétrospectivement 10 ans après, ce sont les quelques éléments suivants. D'abord, on l'a dit, et moi je vois très physiquement, j'ai ce souvenir, je vois exactement la personne qui était en face de moi avec sa chemise à carreaux, je me souviens du moment. Ça n'est pas parce qu'on écoute qu'on sait entendre. Et c'est évidemment extrêmement difficile à formaliser, mais savoir parfois entendre ce que quelqu'un dit vraiment, savoir entendre dans le cas de Groupon que c'est pas parce que tout le monde en parle que c'est simplement une rumeur, mais que ça peut être quelque chose de plus profond, que ça peut être une vague qui est en train d'arriver. Savoir aussi entendre ce que les gens n'osent pas dire sur un projet qu'on lance, parce qu'évidemment, on a toujours tendance à vouloir être sympathique avec son interlocuteur. Donc on ne dira pas les doutes qu'on peut avoir. Savoir entendre, c'est évidemment quelque chose non seulement de très important d'un point de vue personnel, mais de crucial pour être capable de savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Et évidemment, ça fait peur. J'ai essayé de trouver une photo qui faisait peur. Mais c'est quelque chose qui est important. La deuxième idée, c'était savoir partir. Alors savoir quitter un projet de temps en temps, ça j'y viendrai, ou on pourra en parler après, mais ça va être mon cas assez bientôt, assez vite. Mais savoir partir aussi de son environnement quotidien et son confort. Tout ce que je vous ai expliqué, tout ce que j'ai eu la chance de vivre, et je me considère comme plus que chanceux, je peux presque considérer que je le dois à une soirée HEC, un soir pas très loin d'ici, où en suivant un peu mes camarades de promotion, je m'étais dit ok, je vais y aller. Je me suis ennuyé à mourir pour tout un tas de raisons, mais j'ai du coup eu une discussion qui était assez imprévue avec un étudiant étranger et qui m'a dit, je m'en souviens aussi, ah mais pars à l'étranger, ça a changé ma vie. Alors dans l'enthousiasme évidemment de la soirée, les verres, etc., je me suis dit c'est une bonne idée. Mais le lendemain, j'ai effectivement commencé à regarder ce que pouvaient être les opportunités d'études à l'étranger, les masters aux États-Unis. Le MIT, c'était un truc qui, en plus, pour moi, était une façon de revenir sur le fait d'avoir raté Google quand j'étais au lycée. Le fait que le MIT soit un endroit où vous avez des robots qui vous parlent dans les couloirs, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc savoir partir, je pense que c'est extrêmement important, non seulement parce que ça permet de se forger des expériences, non seulement parce que c'est bien de se remettre en question de temps en temps et de casser les habitudes acquises, mais aussi, et ça rejoint le premier point, c'est que savoir entendre des signaux faibles, c'est beaucoup plus facile si on arrive à se mettre dans la peau de son interlocuteur. Et se mettre dans la peau de quelqu'un, c'est toujours beaucoup plus facile si on est capable de réaliser que son prisme et que sa façon de voir les choses n'est qu'une des interprétations, sans tomber dans le relativisme, sans tomber dans tous ces risques, mais c'est une façon de voir le monde. Et moi, un des trucs qui m'avait frappé très directement au MIT, c'était à quel point sur certains sujets, il n'y avait même pas de question, c'est-à-dire qu'on avait des valeurs qui étaient exactement les mêmes, la France et les États-Unis, sur certaines dimensions complètement alignées. C'était de l'ordre du non-dit, c'était même pas la peine. Et puis alors sur d'autres, on ne se comprenait pas. Alors que les États-Unis et la France sont quand même des pays qui sont relativement proches, qui ont une histoire commune, qui ont des aspirations communes à une petite tentation messianique aussi de temps en temps. On aime bien expliquer au reste du monde comment il devrait fonctionner, ce qu'ils aiment bien faire aussi. Mais il y avait des points sur lesquels on ne pouvait pas se comprendre. Et ça, c'est important. Voyager, ça veut dire qu'on voit ce genre de choses. L'entendre dire, ce que je vous raconte, bon, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Le vivre, c'est vraiment quelque chose de différent. Savoir s'entourer. Alors, c'est d'abord, évidemment, savoir avec qui on veut travailler. Dans le contexte de l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus essentiel. Ça veut dire aussi de qui on veut s'inspirer. Il y a ce fameux dicton qu'on est la somme des 3 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, il vaut mieux toujours s'entourer de gens qui vont vous tirer vers le haut plutôt que se plaindre et vous tirer vers le bas. Et puis, savoir s'entourer, c'était aussi une façon pour moi de dire que finalement, personne ne vous attend. Mais un des risques que je vois rétrospectivement pour les élèves qui rentrent sur ce campus, c'est de se dire que finalement, le monde est là pour eux et que tout le monde n'attend que leur coup de fil ou leur envoi de CV, etc. Je pense que c'est extrêmement important, au contraire, de réfléchir à l'envers. C'est-à-dire identifier des problèmes sur lesquels on puisse apporter quelque chose, sur lesquels on puisse travailler. Mais cette initiative, vous devez la prendre. Personne ne la prendra pour vous.
Savoir apprendre aussi, et ça c'est en référence notamment à la question du design. C'est-à-dire que moi je me suis rendu compte que c'était une compétence que je n'avais pas, que j'aurais sûrement du mal à avoir, dont je pouvais quand même comprendre au minimum les enjeux, et surtout dont je pouvais apprendre assez pour savoir ce que je ne savais pas. Et je pense que c'est vrai sur énormément de dimensions, soit du management, soit de la gestion, soit de la vie en général, des technologies et des sciences évidemment. Mais donc savoir apprendre, c'est extrêmement important, c'est ce qu'on essaie d'apprendre ici bien sûr. Et en même temps, ne jamais oublier, et ça c'est une chance absolument folle pour l'entrepreneuriat, qu'en tant qu'ingénieur, peut-être la plupart d'entre nous le sont ici, on sait faire des choses. On l'oublie peut-être parce qu'on voit beaucoup l'aspect théorique, on voit trop l'aspect théorique je pense dans la formation qui est la nôtre, et finalement la prépa nous rend très très bon à l'analyse de problèmes et au fait de faire le plus rapidement possible un problème de maths, ce qui est une compétence qui est importante. Mais on oublie qu'on a appris à construire, et on oublie que le reste des gens avec qui on interagit n'ont pas forcément cette capacité non plus. Donc c'est une chance, il faut en tirer parti. Il ne faut pas hésiter à remettre les mains dans le cambouis d'une technique, d'une technologie. On a un avantage là-dessus. Évidemment, on ne sera peut-être jamais aussi bon que les gens qui ne font que ça ou dont c'est la formation principale, mais on sait faire des choses. Je m'intéresse énormément au sujet de hardware en ce moment parce que je trouve ça extrêmement intéressant, mais il y a tout un tas d'outils qu'on peut apprendre, avec lesquels on peut prototyper, avec lesquels on peut créer. Et ça, rien que le fait d'avoir cette capacité et donc de pouvoir avoir la confiance en soi nécessaire pour essayer, c'est une chance incroyable par rapport vraiment à l'ensemble de nos congénères ou nos concitoyens. Donc voilà un peu les différents points que je voulais partager avec vous. Évidemment, le dernier, c'est se connaître. Donc je vous ai parlé c'est le connais-toi toi-même des Grecs anciens. Je vous ai évidemment parlé d'échecs absolument retentissants, mais enfin tout ça ne vaut que si ça vaut le coup de le faire, que si c'est intéressant, que si c'est drôle d'une certaine manière, même si le mot n'est pas forcément toujours facile ou bien pris ou facile à utiliser. Mais le plus important, c'est évidemment qu'à chaque étape, on arrive quand même à se faire plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à éviter de vous retrouver dans cette situation. Voilà, donc merci beaucoup et je serai très heureux de prendre vos questions.